Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année où nous espérons que 2022 soit meilleur que les 2 ans passés, même si on doit à l'évidence faire avec la Covid-19 pour une 3e année consécutive. Une année qui démarre dans un contexte d'affolement, d'explosion de contamination, notamment en Europe ou en Amérique du Nord. Certains pays, vous le savez, enregistrent des centaines de milliers de cas par jour, du jamais vu, à l'origine de nouveaux variants ou le nouveau variant hautement contagieux, en l'occurrence l'Omicron. L'Algérie n'est pas épargnée, on recense officiellement 16 cas d'Omicron, ce qui peut être, vous imaginez bien, nettement en deçà des chiffres réels vu les capacités de séquençage très réduites dont nous disposons. À quoi doit-on s'attendre lorsqu'on sait que ce variant est devenu dominant dans certains pays en un laps de temps très court, d'autant que notre population est très faiblement vaccinée? Comment se prépare-t-on au pic de contamination, voire le pic des hospitalisations? Que sait-on aujourd'hui sur l'Omicron et sur la maladie provoquée par ce variant? Voilà en gros le propos qu'on vous propose ce soir et j'ai le grand plaisir justement de recevoir pour en débattre professeur Nadia Oumia. Vous êtes chef de service médecine interne à l'hôpital Al-Harrach d'Al-Harrach, l'hôpital donc Selim Zmerli. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonne année. Merci de m'avoir invité. Bonne année à vous aussi. Bonne année à tous les Algériens. Oui, j'ai le grand plaisir également de recevoir le docteur Benrassi Yassine. Vous êtes spécialiste en médecine interne et en immunologie clinique. Vous êtes ancien chef de clinique des CHU de Paris. Bonsoir. Madame, merci beaucoup, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé et j'espère que cette année 2012 apportera... 2022 apportera bonheur, il y a beaucoup de nostalgie, prospérité, 2012. Voilà, 2012, oui. Voilà, 2022, prospérité, bonheur et santé, bien sûr, au peuple algérien, Inch'Allah. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Fawzi Darar. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter, DG de l'IPA, Institut Pasteur d'Algérie. Bonsoir. Bonne année à vous aussi. Joyeuse année 2022 pour tous les Algériens, que j'espère sera la fin de cette Covid-19. Oui, on l'espère bien. Et puis j'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Issolah Alsri. Vous êtes chef de service des urgences médico-chirurgicales au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux pour l'année 2022 et avec une pieuse pensée pour ceux qui sont partis et parmi eux les soignants. Oui. Bonne année à tous, bonne année à vous. Je le disais en tout début de cette émission, on espère en tout cas que ce nouveau début de cette année soit un début peut-être meilleur par rapport aux 2 années passées notamment. Alors officiellement l'Algérie compte, je le disais à l'instant, quelque chose comme 16 cas d'Omicron. Vous dites que c'est le Delta qui est toujours prédominant. Comment peut-on aujourd'hui être dans l'efficience, professeur Darar, avec les capacités réduites, j'ai envie de dire, de séquençage dont nous disposons? Comment peut-on être dans l'efficience d'un point de vue maîtrise de la situation épidémiologique? Oui, d'abord, c'est une question qui revient beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on séquence déjà à partir des PCR. Donc, ça veut dire maintenant, il faut avoir des PCR qui sont représentatifs d'abord. Parce que ça ne sert à rien de séquencer beaucoup sur une région géographique limitée. Et donc, ces PCR-là sont en train d'être récupérés par l'Institut Pasteur. Et sur ces PCR positifs, on voit quels sont qui sont en faveur du variant Omicron ou Delta. À l'heure actuelle, sur toutes les PCR, la grande majorité, 80%, restent ceux du variant Delta. Mais quand on regarde maintenant l'Omicron, la séquence est parfaitement ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire après, les premiers cas étaient des cas qui étaient importés, qui revenaient de pays qui étaient touchés. Ensuite, on a eu des pays qui n'ont pas été touchés. Et maintenant, on commence à avoir des cas contacts, des cas qui ont été confirmés. C'est le cas en Algérie. Maintenant, la prochaine étape, ça sera une diffusion communautaire. Là, on aura peut-être plus de cas. Et ça, c'est la dynamique. Surtout avec la contagiosité énorme. On parle de 70% ou 70 fois plus que les autres variants. On voit que dans certains pays, on a un laps de temps très rapide, comme au Royaume-Uni par exemple, l'Omicron est devenu le variant le plus dominant. Les scientifiques même sont partis maintenant disent que c'est peu probable qu'une personne puisse échapper au variant Omicron, tellement la contagiosité est très intense et la transmissibilité est phénoménale pour ce variant. On parle aujourd'hui aussi de beaucoup de faux négatifs, professeur Darar, par exemple pour les antigéniques. Certaines personnes disent qu'ils ne détectent pas finalement l'Omicron. Quel genre de test devrions donc finalement privilégier aujourd'hui? Ça a été rapporté par toutes les institutions internationales, surtout l'OMS et l'agence américaine.
les tests antigéniques n'ont jamais été des tests de sensibilité comparables à PCR. C'est toujours des tests qui ne sont pas sensibles. Oui. Maintenant, on a néanmoins, ils avaient face quand même au variant Omicron, on a une sensibilité qui diminue par rapport à Delta. Mais pour remédier à ça, maintenant, il y a des recommandations qui recommandent le test antigénique séquentiellement, par exemple, le répéter sur la semaine 3-4 fois pour avoir une valeur qui puisse être une valeur ajoutée du test antigénique. Et c'est pour ça qu'un test antigénique pris seul n'est pas très sensible, et surtout par rapport au Omicron. Maintenant, il faut faire un test antigénique, le répéter après 3 jours, après 6 jours. Si au bout des 3 jours, il est négatif, ça a une forte valeur diagnostique. Oui. Alors j'ai envie aussi de vous poser une question à vous, professeur Oumnia. Quelle est aujourd'hui la situation au niveau hospitalier? Et puis, de quoi a-t-on peur finalement? Si on a peur, parce que quand on voit le nombre quand même, l'explosion de contamination en Europe et tout cet affolement qui est autour, est-ce qu'on a peur du Delta, puisque le Delta est le prédominant? Est-ce qu'on a peur de l'arrivée d'Omicron ou de la cohabitation des deux? Oui. Merci pour cette question. En effet, la situation épidémique actuellement, cette vague, c'est pas une vague qui nous a pris de court. On s'y attendait un peu, vu donc le non-respect des mesures barrières de la population. C'est pas comme la vague précédente de juillet-août qui a été une déferlante, un tsunami qui nous a pris de court, où on a été vraiment choqués par cette vague. Maintenant, actuellement, cette vague, elle commence quand même à augmenter. Elle augmente d'une façon exponentielle. On était parti de 1 cas il y a un mois, on est à 70% d'occupation des lits. Par exemple, moi je peux parler de ce que je connais. De votre service, oui. L'hôpital Zmerli. L'hôpital Zmerli, les services donc, de Covid, on est à 70% d'occupation. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, c'est le Delta. Et le Delta est un variant qui est meurtrier. Par rapport à l'Omicron... Vous avez eu un décès d'une personne quand même jeune, de 26 ans. De 26 ans. On a eu un décès d'une personne de 36 ans. Et je peux vous dire que... C'est des personnes qui avaient des maladies? Non, c'est des personnes qui n'avaient aucun antécédent. Mais je peux vous dire que 90% ou un peu plus de personnes qui sont hospitalisées actuellement, mais nous hospitalisons que les personnes qui désaturent, d'accord, qui ont un problème pulmonaire. Les autres personnes sont vues à titre externe et sont suivies à titre externe. Je peux vous dire que 90% des patients hospitalisés actuellement à l'hôpital Zmerli, c'est des patients non vaccinés. D'accord, oui. Mais quand même, il désature. Donc, celui qui reste meurtrier, c'est le variant Delta. L'Omicron, ce qu'on a vu dans toutes les publications internationales et ce qu'on a compris, c'est que l'Omicron n'est pas un virus qui est virulent. Mais s'il arrive comme une déferlante, comme il est arrivé d'une façon verticale à l'étranger, en France ou aux États-Unis, il augmente d'une façon verticale, vraiment. Donc, ça va nous poser problème parce qu'il va y avoir des hospitalisations qui vont... Mais on ne peut pas être complètement sûr, si vous permettez, professeur Oumnia, parce qu'on a tendance à dire que le variant Omicron n'est pas virulent ou n'est pas meurtrier. Encore faut-il rappeler qu'aujourd'hui, on parle de pays où la vaccination est très avancée. On parle d'un pays comme le Royaume-Uni ou un pays comme la France où la vaccination a dépassé les 80%. Donc le schéma vaccinal n'est pas le même chez nous. On ne peut pas s'attendre peut-être forcément au même impact. Oui, mais actuellement, ce que je dis, c'est que, comme a dit M. Derard, c'est le Delta. Et le Delta, ça a toujours été un virus vraiment meurtrier. La vague précédente, on a eu beaucoup de décès et on continue à avoir des décès. Tous les jours, on a 2. Par exemple, le week-end, on a eu 5 décès quand même. D'accord, on continue à avoir des décès. Mais je dis, si l'Omicron s'ajoute au Delta, on aura peut-être plus d'hospitalisation et plus de consultations. Parce qu'actuellement, on a entre 22 et 24 consultations. Mais si l'Omicron qui arrive et qui est 70 fois, comme vous l'avez dit, plus contagieux que le Delta, s'il arrive à se rajouter au Delta, ça va être très difficile pour nous de prendre en charge tous ces patients. Oui. C'est ce dont on a peur. Oui. Docteur Benrassi, j'aimerais vous faire réagir justement sur la même question. Qu'est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui? Est-ce qu'on doit craindre l'arrivée d'Omicron ou plutôt la cohabitation entre les deux variants? Alors, je voudrais déjà rebondir donc sur une première information. Nous, on pensait initialement que l'Omicron allait chasser le Delta. En fin de compte, actuellement, ce qu'on constate par exemple en Europe, c'est qu'il y a, je dirais, donc une accumulation des deux virus qui sont en train de cohabiter. Et donc, il y a actuellement, par exemple en France, une lame de fond où il y a de l'Omicron et il y a donc du Delta. Ça, c'est la première information. La deuxième information, je voudrais rebondir très rapidement sur les délais d'incubation
qui sont tout à fait différentes entre l'Omicron et le Delta. Là, vous anticipez un peu sur ma question, parce que j'allais vous dire justement d'un point de vue clinique, est-ce qu'on peut savoir qu'on est face, à défaut par exemple de faire des tests, est-ce que d'un point de vue clinique, on peut d'emblée savoir qu'on est devant un nouveau variant déjà? On peut le savoir. Alors, il faut savoir que l'Omicron a un tropisme essentiellement de la sphère ORL au niveau... Donc, comment dire ça simplement quand même aux gens qui nous regardent? Alors, au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire... C'est une grippe, ça ressemble à un rhume? C'est une grippe, c'est une grippe, mais je tiens à préciser, c'est une grippe pour quelqu'un qui est vacciné. Attention, je reviens à cette notion, il faut qu'il y ait un corrélat de protection, il faut que la personne soit vaccinée. Si la personne est vaccinée, c'est une simple grippe. Donc c'est une atteinte plus de la sphère ORL, donc le nez, donc éventuellement la gorge, et moins d'atteinte pulmonaire, ce qui n'est pas le cas du Delta, qui est donc, je dirais, avec une porte d'entrée nasopharyngée et qui diffuse donc secondairement au niveau pulmonaire. C'est une capillarité pulmonaire au niveau du Delta que nous n'avons pas avec l'Omicron. Oui. Voilà. On voit ce genre de profil aujourd'hui, professeur Mnia. Ce genre de profil, c'est-à-dire des formes de Covid-19, j'y arrive, des formes de Covid-19 qui ont des symptômes de grippe. Oui, bien sûr qu'on voit. Mais on ne peut pas savoir si c'est Omicron, parce que comme a dit M. Dera, il faut le séquençage. Oui. D'accord. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle organisation, professeur Issolah, au niveau de nos hôpitaux. Il y a 5 hôpitaux qui sont Covid. Est-ce que cela change quelque chose finalement au fonctionnement des hôpitaux? Parce que je sais que vous avez longtemps parlé de cette difficulté d'exercer justement par exemple la chirurgie, puisque vous êtes chirurgien aujourd'hui, et puis toutes ces maladies qui sont laissées pour compte à cause de la Covid. Est-ce que ça c'est une solution, le fait de penser à avoir 5 hôpitaux dédiés à la Covid? Bon, on ne peut pas être contre quelque chose qui est positive, parce que là, si on met des services dédiés uniquement à la Covid, ça va laisser de l'espace pour les autres hôpitaux. Et donc, en tant que chirurgien, nous avons souffert pendant la troisième, même pendant la deuxième vague, de ne pas pouvoir pratiquer. Et vous savez que quand un chirurgien n'opère plus, et il n'est pas dans son élément. Et comme ils ont été dirigés sur la Covid, parce qu'à Mustapha, comment on fait? Il y a une consultation Covid-19 qui est pour tous les services. C'est-à-dire chaque service doit passer, c'est un roulement de tous les services. Donc notre équipe aussi fait la Covid. Et en étant dans les UMC, il y a avec moi bien sûr des réanimateurs pour les soins intensifs, et il y a du chirurgien pour la chirurgie d'urgence. On ne fait pas de chirurgie froide, c'est la chirurgie d'urgence. Si vous voulez, on va tout à l'heure parler de la chirurgie froide et de la chirurgie. Mais pour le moment, je vois le regain, parce qu'au niveau des consultations de la Covid, au mois d'octobre, par exemple, quand nos assistants allaient voir les consultants, ça avait diminué, et maintenant, au mois de décembre, et ça a augmenté, donc ça a augmenté les hospitalisations pour toutes les Covid. Et alors là, les cas graves, ils viennent chez nous. Voilà ce que je peux dire. Oui. Et donc, professeur Dra, on attend le pic pour quand? C'est difficile à prédire. Et c'est pour ça que... Vous aviez parlé du mois de janvier, du mois de février à un moment donné. Avec la vaccination qui reste, le taux de vaccination qui est faible. Vous savez, il y a un taux de vaccination qui atteint les 70-80%. L'impact direct, c'est que vous avez une vague qui se contracte dans le temps, il y a moins de temps, et le pic arrive rapidement. Et c'est pour cela que la vague passe plus facilement. Mais on voit actuellement que le nombre de cas augmente progressivement. On était dans la santé maintenant à 300 et quelques cas, et les chiffres sont toujours en hausse. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre d'abord au pic épidémique dû au variant Delta, parce qu'on voit que la cinétique monte, et c'est probable que vers la fin janvier, on aura un pic au variant Omicron. Inévitablement, on verra un pic. Ah oui, avec un virus hautement transmissible comme l'Omicron. Peu de gens ne vont pas faire un Covid au variant Omicron, et donc il arrivera un certain moment où il y aura un pic de transmission. Oui. Je vais vous proposer, messieurs, dames, de regarder un reportage justement qui revient sur l'activité de séquençage. Ça a été tourné au niveau de l'Institut Pasteur. Regardez. Le séquençage du virus joue un rôle vital dans les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est grâce au séquençage que le monde a pu rapidement identifier le SARS-CoV-2.
Connaître la séquence du génome a permis un développement rapide des tests de diagnostic. Nous nous sommes dirigés vers l'Institut Pasteur, structure de référence chargée du dépistage et du séquençage. Pour le dépistage, vous savez, depuis que le début de la pandémie, qu'on reçoit les prélèvements, bien que maintenant, au départ, bien sûr, c'était que l'Institut Pasteur, il y a une décentralisation et donc il y a maintenant plus de 130 laboratoires qui sont homologués par l'Institut Pasteur et qui assurent justement cette PCR. Donc ça a été décentralisé. Maintenant, ce qu'on reçoit à notre niveau, donc il y a encore des structures qui nous envoient des prélèvements pour PCR Covid. On fait une PCR criblage à la recherche du variant Delta. Par la suite, ceux qui ne sont pas Delta, donc on les reprend par une deuxième PCR criblage pour rechercher le variant Omicron. Tous les tests positifs passeront par l'étape du séquençage, une procédure obligatoire pour déterminer le type de variant. Toute PCR positive, à notre niveau, on passe, comme on est à la surveillance des différents variants, donc on passe à une première étape qui est la PCR de criblage. Actuellement, notre stratégie, c'est qu'on recherche toujours le variant Delta, parce que c'est lui qui est toujours dominant chez nous. Il a pratiquement 12 mutations. Par contre, le variant Omicron, qui est apparu récemment, il est apparu probablement dû à une immunodépression chez un individu et que l'individu, comme il était en immunodépression, donc il n'a pas pu éliminer le virus. Et donc le virus, il sévit chez cet individu jusqu'à ce qu'il ait acquis plusieurs mutations, jusqu'à 32 mutations. Et ces mutations portent toujours sur la protéine S, la spike, comme on dit. Et c'est vrai qu'il n'est pas aussi virulent que le variant Delta, mais son taux de contamination qui est beaucoup plus important. Selon les experts, la couverture vaccinale reste très faible, ce qui ouvre la voie à l'émergence de nouveaux variants plus contagieux, d'où l'intérêt d'intensifier la surveillance génomique. Alors on a vu un peu comment ça se passe au niveau de l'Institut Pasteur. Malheureusement, vous êtes les seuls à le faire aujourd'hui, professeur Drar. Oui, vous savez, c'est comme ça. C'est pas une activité qui est simple. Elle nécessite l'expertise. Il n'y a pas d'autres laboratoires de recherche qui pourront le faire, oui, par exemple. Notre souhait, on travaille pour ça, pour qu'il y ait plus un plateau de séquençage. Mais pour moi actuellement, pour nous, l'urgence, c'est de renforcer les centres de dépistage par PCR. Oui. Parce que si vous n'avez pas assez de PCR, vous n'avez pas avoir beaucoup d'informations par le séquençage. Et donc, il faut un maillage de laboratoires qui puissent faire le dépistage avec un haut niveau pour qu'on puisse récupérer. En même temps, bien sûr, essayer de former un plateau de séquençage. Il y a beaucoup de privés qui font les PCR. Il y a beaucoup de privés aujourd'hui. Beaucoup de laboratoires privés. Oui, actuellement, je crois qu'on est à 53 laboratoires privés qui font un PCR, 43 au public. Mais il faudrait qu'on passe à un débit qui est beaucoup plus élevé pour qu'on ait une capacité plus grande à discerner entre les différentes PCR positives. Oui. Qu'est-ce qu'on sait concrètement aujourd'hui sur l'Omicron, professeur Drar ? Bon, c'est d'abord qu'il est très transmissible, les données préliminaires, et là, il faut être très très prudent, c'est pas encore confirmé, on attend toutes les publications qui vont sortir, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est un virus qui est très transmissible, et quand on regarde en termes de pourcentage, ça nous semble que c'est très nettement moins dangereux que le variant Delta, mais en termes de valeur absolue, vous aurez toujours des hospitalisations et vous aurez toujours des cas de réanimation. Et quand on a un virus qui a une transmissibilité tellement élevée, vous allez avoir tellement une pression sur le système de santé, sur les hôpitaux, qui fait peur. Ça va un peu déréguler les activités. C'est le pic d'hospitalisation, c'est ça qui peut faire peur, absolument. Oui, allez-y, docteur. Je voudrais rajouter une autre information par rapport à l'Omicron. Donc, le taux de réinfection est multiplié par 6, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la maladie, il fait le Delta, donc il n'est pas à l'abri de faire l'Omicron, puisque ce taux de contagiosité étant de 6, donc il est impératif, donc on aura l'occasion de revenir, donc de vacciner les gens, parce que vacciner les gens, donc avoir une immunité
post-vaccination associée à une immunité donc naturelle post-maladie. Donc ça va nous permettre donc d'avoir un excellent corrélat de protection qui va nous prémunir contre l'Omicron par exemple ou contre d'autres variants, parce que l'histoire n'est pas finie. Oui, alors pour revenir un peu sur ce point qui est très important à mon avis, celui de beaucoup de médias sont aujourd'hui en train de dire que le variant Omicron ne serait pas meurtrier. Alors il y a des chiffres par exemple au Danemark où on parle qu'en 5 semaines, 5 personnes ont été admises en réanimation, ce qui est très peu. Encore faut-il rappeler que c'est un pays où la vaccination est très avancée. Oui, absolument. Oui. Je viens de lire aussi sur une revue scientifique, il y a eu 2 décès, les premiers décès par le virus Omicron quand même. Oui. Donc, mais c'était des personnes immunodéprimées quand même. Professeur Issolah, quelle est la situation aujourd'hui en réanimation Covid? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont admis en réanimation? Oui. Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur le profil des personnes admises? De ce que j'ai vu, moi, à partir du mois de novembre, ça avait commencé à reprendre, mais le mois de décembre, il y avait le plein. Par exemple, maintenant, il est dédié... Quand on dit le plein, ça veut dire combien de lits? Parce qu'on sait que les réanimations... 20, mais vous savez, comme aujourd'hui, il y a eu 2 décès. 20, vous avez dit? 20 lits, oui. D'accord. Mais ça, c'est pour les soins intensifs. C'est-à-dire que les autres, ils sont dispatchés un peu partout. Vous savez qu'à Mustapha, il y a plusieurs services maintenant qui sont dédiés à la Covid. Nous avons la dermato, l'ORL, la CCB, chirurgie B. Il y a aussi la pneumo, obligatoirement, qui est plein. Et donc, les soins intensifs, ils prennent les cas graves. Ceux qui sont dans un état, si vous voulez, il y a des gens qui viennent directement de l'extérieur dans un état grave. Et il y a ce qu'on appelle une aide interservice. Quand il est dans un service donné et que ça ne marche pas, il est transféré au niveau des UMC. Oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises? Alors on disait tout à l'heure, le professeur Mia disait que nous avions l'avantage de voir la vague arriver finalement, parce que la vague est toujours en Europe, 2 mois ou peut-être plus pour cette fois-ci, avant d'arriver chez nous. Quelles sont les mesures qui ont été prises déjà au niveau des urgences, par exemple, ou de la réanimation? Je sais que, par exemple, on a demandé pendant longtemps l'augmentation du nombre de lits de réanimation. Est-ce que ça a été fait, par exemple? Moi, je pense qu'il y a assez de lits, pour le moment. Parce que quand vous voyez la réanimation... On n'est pas encore en plein pic, professeur Issolah. Oui, mais je pense que ça s'est amélioré. Il y a eu quand même des progrès. Mais les gens, quand ils regardent la réanimation, ils ne voient que la réanimation. Mais dans un service de chirurgie, on peut mettre des lits dédiés à la réanimation. Dans tous les services de chirurgie, il y a une partie qui est dédiée à la réanimation. Et donc ces lits-là, ils peuvent être dédiés au Covid. Transformer, vous voulez dire, c'est-à-dire on va transformer le service? Bien sûr. Quand on arrête la chirurgie, c'est pour gagner des places. Si on arrête la chirurgie froide, et donc ce service-là... Oui, mais ça va encore pénaliser d'autres maladies. Justement, c'est pour ça que je voulais justement parler de ce chapitre de chirurgie. Vous savez que déjà en mai 2020, ça veut dire, les gens ont continué à opérer. Et ils se sont rendus compte, qu'il y avait presque 24% de mortalité par rapport aux 1 ou 2% de mortalité habituelle. Et c'était à cause de la Covid. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé continuaient à opérer. Et donc ça a donné à réfléchir. Ils se sont rendus compte que la chirurgie elle-même rajoutait l'inflammation à l'inflammation qui est due justement à l'approche du virus. C'est-à-dire ce qu'on appelle la tempête inflammatoire. Tu lui rajoutes une autre tempête, une autre inflammation, et c'est explosif. C'est ça qui a fait que les malades opérés mouraient dans 1/4 des cas. Oui. Professeur Oumnier, justement sur la même question, s'il vous plaît, quelles sont les mesures qui ont été prises? Je disais qu'on a vu quand même, on n'a pas été pris comme ça au dépourvu cette fois-ci. On voit la vague arriver, on parle de 4e, voire de 5e vague, lorsqu'on parle d'Omicron. Quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises au niveau des hôpitaux? Les mesures concrètes, bon, d'abord, il y a eu un circuit organisationnel plus fluide que la dernière fois, parce qu'on a vu, comme vous venez de dire, on a vu la vague arriver. Donc un circuit organisationnel qui a été fait par le ministère de la Santé et par nous-mêmes, par l'administration et les services Covid au niveau de chaque... donc le circuit actuellement, il est plus fluide et plus cohérent et plus adéquat pour prendre en charge le malade. Et on s'est muni aussi, on a amélioré l'oxygène.
chose qu'on n'a pas eu la dernière fois. On a eu fait des petites erreurs. L'oxygène manquait beaucoup parce qu'on a été pris de court. Mais cette fois-ci, on n'a pas de problème. Alors, on a des camions d'oxygène qui nous livrent d'oxygène, on a un générateur, et puis il y a l'entretien. Tous les jours, on vérifie les barboteurs, on vérifie que l'oxygène mural marche bien. Donc, le circuit organisationnel actuellement, il est un peu mieux, un peu plus adapté, voilà, un peu plus fluide pour prendre en charge ces patients. Mais je peux vous dire que malgré ça, on est en train de voir la vague augmenter et je ne sais pas. Est-ce que ça vous fait peur? Oui, oui, ça me fait peur parce que je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que les équipes médicales et toutes les équipes administratives, paramédicales ou autres sont épuisées. Je peux vous dire que mes résidents, ça fait 2 ans qu'ils ne font que la Covid, aux dépens de leur formation, d'accord, qui est la médecine interne. Dès qu'on essaye d'ouvrir un peu le service, il y a la vague qui arrive. Donc ça me fait peur parce qu'ils sont épuisés aussi bien psychologiquement que physiquement, parce que voir... Moi, je faisais... Et cela risque aussi c'est-à-dire de se voir même dans la prise en charge, parce qu'on a peut-être moins d'empathie lorsqu'on devient, voilà, tout à fait, dans un circuit comme ça qui se répète. Qui se répète, et là, ils voient des jeunes mourir alors qu'ils n'ont aucune pathologie à côté, qui n'ont aucun antécédent. Moi, le résident ce matin me disait, j'en peux plus de voir des gens mourir. C'est vrai, c'est quand même... C'est pour ça qu'on demande à la population de nous aider. On est vraiment épuisés. Oui. Hein. Oui, absolument. Alors, quel est le profil, docteur Benrassi, quel est le profil des personnes admises aujourd'hui en réanimation dans cette vague? Dans cette vague. Alors, il y a une notion extrêmement importante. Nous avons démystifié cette maladie, puisque cette maladie, nous avons bien compris qu'elle avait une évolution biphasique avec un chevauchement. Il y a une phase de réplication virale. Le virus se multiplie, le virus se multiplie, et ensuite il y a une biphasique, ça c'est du chinois pour les gens qui nous regardent. Voilà, excusez-moi, voilà, je vais être 2 phases, une première phase et une deuxième phase. La première phase, c'est une phase où le virus se multiplie, et une deuxième phase où il y a de l'inflammation avec ce fameux orage cytokinique. Alors maintenant, on sait cibler cet orage cytokinique. On sait qu'il survient entre le 7e et le 10e jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans l'arsenal thérapeutique, nous savons maintenant que la dexaméthasone, qui est donc un puissant corticoïde, donc a un impact majeur sur la mortalité, ce que nous ne savions pas au départ, puisqu'au départ, nous sommes partis sur des antiviraux. Nous voulions donc, entre guillemets, réprimer les virus avec des antiviraux. On pensait que c'était uniquement une infection pulmonaire au départ. Au départ, nous pensions que qu'elle ressemblait au virus influenzé, qui est le virus de la grippe. En fin de compte, ce n'est pas du tout pareil, puisque là, on a affaire à un équivalent de capillarite pulmonaire. Alors, quels sont les gens à risque? Les gens à risque, ce sont les gens, on en a parlé, mais donc c'est important de le répéter, ce sont les gens qui ont de l'immunosénescence, c'est-à-dire ils ont un système immunitaire affaibli, donc à partir de 60-65 ans. Ce sont les maladies chroniques non équilibrées. Un diabétique qui est à 2 grammes ou à 3 grammes est à haut risque. Les gens qui sont obèses, en surcharge pondérale. Les gens qui ont donc le sexe masculin. Je tenais à préciser que le sexe masculin, nous avons 70% plus prédisposé que 70% les femmes, de mortalité à travers le monde, le sexe masculin. Alors, pour en revenir aux facteurs de risque, ce sont des facteurs de risque qui sont connus. Vous dites aussi, si vous permettez, qu'on n'est pas égaux devant l'infection, pas uniquement devant l'aggravation, parce que là vous êtes en train de parler d'aggravation, mais on n'est pas égaux non plus devant l'infection. C'est-à-dire vous et moi, si on est face à une personne qui a la Covid, je peux être contaminé et pas vous. Alors on peut rentrer dans des détails un petit peu. Brièvement, si on peut le dire. Oui. Je prends 2 éléments extrêmement importants. Il y a ce qu'on appelle pour nos chers téléspectateurs, il y a un antioxydant majeur qu'on appelle le glutathion. C'est l'antioxydant majeur. Cet antioxydant majeur qui permet, entre guillemets, d'éteindre donc l'incendie au niveau des alvéoles pulmonaires, ce glutathion est abaissé chez les sexes masculins par rapport au sexe féminin. Le deuxième point, il y a des toll-like récepteurs, les TLR de type 3, qui stimulent donc les interférents. Il y a une première barrière immunitaire dans l'immunité innée. Cette première barrière immunitaire qui fait intervenir des TLR de type 3, elle est plus fonctionnelle chez la femme que chez l'homme. Ce qui explique que l'homme, il est plus à risque que la femme. Mais chez les personnes du même sexe, est-ce qu'il y a aussi, j'ai envie de dire, un facteur génétique. Voilà les facteurs génétiques par exemple, ou une prédisposition
transmission quelconque? Nous pouvons, par exemple, pour en revenir à ce fameux interférent de type 1, il y a une hypothèse qu'il y ait des auto-anticorps anti-interférents de type 1 qui peuvent intervenir, mais je voudrais quand même rebondir chez donc même sexe, une personne obèse avec une personne qui n'est pas obèse, une personne avec un BMI normal. La personne obèse est plus à risque parce qu'elle a de l'inflammation dans son corps. Elle a un syndrome de réponse inflammatoire systémique, elle est enflammée. Le Covid arrivant sur un terrain enflammé, donc il va faire exploser, entre guillemets. Mais là, on est sur l'aggravation, hein, docteur Pencassi. Ça, c'est l'aggravation, pas la contagiosité. Un dernier point. Par rapport à cette fameuse phase virale, cette première phase virale, plus notre organisme est entre guillemets fonctionnel et opérationnel, plus cette phase virale, il va la raccourcir et on ne passera pas à la phase inflammatoire. Voilà. On guérit plus vite. Et sinon, il y a aussi un autre facteur, la sédentarité aussi. Tout à fait. Oui. La sédentarité, nous avons des cytokines anti-inflammatoires que nous libérons par nos muscles quand nous faisons de l'activité physique. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Oui. J'aimerais revenir avec vous, professeur Drar, sur l'Omicron. Justement, l'OMS explique sa forte contagiosité aussi par la possibilité d'une résistance au vaccin. Alors, il pourrait éventuellement échapper à l'immunité. Oui, pas complètement, mais d'une façon simpliste. C'est une théorie, hein, voilà. Oui, d'une façon simpliste, si on attrape le sérum des patients qui ont été soit préalablement contaminés ou qui ont été vaccinés auparavant, et qu'on le met en contact avec le variant Omicron, on voit qu'en termes de neutralisation, le niveau baisse par rapport à l'Omicron. Mais ça reste protecteur contre les formes graves ou les formes d'admission à l'hôpital. Et donc, c'est pour cela qu'on appelle à une dose de rappel pour rehausser la protection immunitaire. C'est-à-dire la dose de rappel, vous parlez d'une troisième dose? Troisième dose qui permettra d'être plus protégé contre le variant Omicron. Oui, mais il y a certains qui diront que cette troisième dose, elle n'est pas recommandée pour les personnes qui ont une immunité normale, c'est-à-dire elle est plus recommandée pour les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire une personne qui a une immunité normale, elle a quand même ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Oui, mais l'indication est plus large. C'est-à-dire en termes de laboratoire, quand on a fait les études auparavant, on a vu que, par exemple, pour les différents vaccins qui sont utilisés, le niveau de neutralisation baisse par rapport à l'Omicron. Et pour essayer de redonner une immunité aux personnes qui ont perdu ce pourcentage de protection, grâce à la dose de rappel, ça va permettre d'augmenter à 80-85% en termes de protection. Elle va booster l'immunité. Exactement. Et elle booste aussi l'immunité muqueuse, parce qu'il y a une immunité mucosale où il y a une diffusion passive de ces fameux immunoglobulines Ig qui vont passer et qui vont, entre autres, par exemple, protéger la sphère ORL, le nez et compagnie, par où éventuellement peut naître donc, le virus. Donc cette troisième dose est utile parce qu'elle permet... Pour tout le monde, elle est utile donc pour tout le monde, pas uniquement pour les immunodéprimés. Je pense qu'elle est utile, et en particulier chez les personnes qui ont une immunosénescence, les personnes âgées qui perdent leur anticorps au bout de 6 mois, entre guillemets, donc leur titre d'anticorps va baisser. Et donc l'importance de ce boost, c'est entre autres, donc vous avez parlé de l'immunité humorale, cellulaire et cette fameuse immunité mucosale. Oui. Est-ce qu'on peut parler, justement, puisqu'on est sur l'immunité, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'immunité collective acquise spontanément chez les Algériens? Parce que, par exemple, pour la troisième vague, hein, vous l'avez tous vécu, c'était une vague de fond. Tout le monde a été pratiquement contaminé. Est-ce qu'aujourd'hui, on est immunisé, ne serait-ce que contre le Delta? Oui, il y a des calculs mathématiques. C'est-à-dire s'il y a une personne qui a été affectée pendant juillet, par exemple. L'immunité atteinte est fonction de taux de reproduction de la maladie. On voit maintenant que le taux de reproduction est élevé, ce qui veut dire qu'il faut avoir plus de 90%, même à 95% de personnes vaccinées pour atteindre cette immunité collective. Avec maintenant l'Omicron, avec le taux de reproduction de la maladie due au variant Omicron, on s'achemine vers une immunité collective où il faudra une immunité totale de la population pour arriver à avoir une immunité complète. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui face à l'Omicron? Est-ce qu'on doit reprendre des restrictions? Est-ce qu'on doit reprendre, bien sûr, les mesures barrières, hein, me diriez-vous? Ou alors finalement apprendre à vivre avec le variant, parce que je rappelle encore une fois que le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui, a dit qu'il n'y aurait pas de restrictions à l'occasion des fêtes de fin d'année, qu'il faudra désormais apprendre à vivre avec l'Omicron ou avec le Covid-19 d'une manière plus générale. De toute façon, nous ici, on a
on a surtout le Delta. Donc apprendre à vivre avec le Delta, non, c'est pas possible. L'Omicron peut-être... Mais ça ne saurait tarder, hein, oui. J'imagine. Si jamais c'est l'Omicron qui prend le dessus, peut-être que le Delta va disparaître. C'est ce qu'on espère si l'Omicron est assez inoffensif. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut reprendre les mesures barrières. Ailleurs, ils ont décidé de mettre contre l'Omicron des masques FFP2 partout. Par exemple, au Québec, où ils ont une déferlante. Il faut continuer à mettre le masque. Il faut continuer à assurer les mesures barrières. Eux, ils sont revenus à un confinement partiel au Canada. Oui. Bon, nous, on n'a pas été confinés. Au Royaume-Uni, il n'y a pas eu vraiment de restrictions pendant cette fête de. Mais il y a presque 1 million de cas par jour. Aux États-Unis, il y a 400 000 cas par jour. Et en France, 200 000. Donc, quand même. Si on a ça, nous, en Algérie, ça va être une déferlante et notre système de santé va ressentir cette déferlante. C'est clair. Les systèmes de santé les plus développés l'ont ressenti. Tout à fait. Dans le monde entier. Dans le monde entier, ils ont été ébranlés. Alors, nous, si on a l'Omicron, on va être ébranlés aussi. Hein. Alors, selon des sources sûres, vous allez être étonné, professeur Drar, certains médecins demandent aujourd'hui en Algérie, dans certaines cliniques, une sérologie aux personnes qui viennent se faire vacciner. Donc, par exemple, pour le rappel ou même pour la première dose, on demande aux gens s'ils ont fait un épisode de Covid. Et donc, on leur demande une sérologie. Si les IgG dépassent les 10, on ne vaccine pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une question extrêmement pertinente. Oui. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Donc, ces anticorps anti-N, les anticorps anti-nucléocapsides, qui sont le témoin donc, de la maladie, sont à différencier des anticorps anti-spike qui sont le témoin d'une vaccination. Alors, c'est un tout petit peu compliqué puisque ce fameux corrélat de protection, il n'y a pas de corrélation entre le titre d'anticorps et, entre guillemets, donc la couverture, je dirais, contre la maladie. Alors, il y a deux façons éventuellement de voir les choses. C'est de peut-être tester l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Alors, en deux mots, sans rentrer trop dans les détails, l'immunité cellulaire, on peut mesurer ce que font les Américains à Baltimore. Le taux de CD4, ils le font éventuellement 6 mois après donc, un épisode contaminant, ils vérifient ce taux de CD4. Est-ce que ça se fait ailleurs? Alors, on ne le fait pas, on ne le demande pas ailleurs. Éventuellement, si, le CD4, CD8, ça peut se faire. Le CD4, aussi, on pourrait éventuellement le faire. Et pour l'immunité humorale, c'est très simple. On fait une électrophorèse des protéines sériques, nous voyons le taux de gamma-globulines, et si ces gamma-globulines sont au-dessus de 6 grammes, il n'y a pas de déficit immunitaire. Si le taux de gamma-globulines est en dessous de 5 grammes, on a un déficit immunitaire. Alors attention, les personnes âgées, les personnes dénutries sont en hypogammaglobulinémie. Ça veut dire, à la base, les personnes âgées ont une immunité humorale qui est abaissée. Donc il faut prendre cet élément en considération, d'où l'intérêt de manger des protéines pour les personnes âgées. De toute façon, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Par exemple, en France ou ailleurs, vous venez de Belgique, vous êtes entre la Belgique et la France, on ne le demande pas. Professeur Drar, est-ce que c'est justifié? Aujourd'hui, moi je suis étonnée parce qu'on est là en train d'appeler les gens à se faire vacciner, et quand une personne va se faire vacciner, on lui demande de faire une sérologie, on lui complique les choses. Alors, il y a de quoi dissuader les gens à se faire vacciner. C'est pour ça que je pose cette question. D'ailleurs, il y a une instruction ministérielle qui est venue après et qui n'a aucun intérêt dans ces tests sérologiques qui ont été utilisés dans les premiers moments de l'épidémie en 2020 en Grande-Bretagne. Ensuite, on a vu que ça représentait un frein pour on a tout de suite abandonné et ça n'a aucun intérêt et aucune justificatif scientifique dessus. Donc l'essentiel, c'est de vacciner. Voilà. Ça, c'est comme les gens qui font un test antigénique avant la vaccination. Absolument. Aucun intérêt. Oui, moi, je voudrais dire que concernant la chirurgie froide, il a été démontré qu'au-delà de 7 semaines, après avoir été testé positif au SARS-CoV-2, on peut subir une intervention parce que le taux de complications, de mortalité descend jusqu'à 2%. Alors que si vous faites l'intervention pendant la 2e semaine, le taux de mortalité est à 9%. Si vous la faites entre 3 et 4 semaines, le taux de mortalité est aux environs de 7%. Et si vous le faites jusqu'à 6 semaines, le taux de mortalité est à 5,5%. Ce qui fait que c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut avoir un délai d'au moins 7 semaines pour opérer un malade qui a été au contact du SARS-CoV-2. Ça, c'est des études qui ont été faites sur 3200 malades par rapport à 121 pays sur une étude de l'université de Birmingham
en Angleterre et qui a prouvé justement que ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à cette inflammation qui complique l'inflammation, l'orage de l'inflammation de la Covid, et c'est ça qui complique, qui donne les complications pulmonaires et qui emmène vers les décès. Voilà. Professeur oui, allez-y, docteur Boukassi. Un point pour compléter. Donc, il faut savoir aussi que le Covid est une maladie avec une hypercoagulabilité. On vous entend très mal. Éloignez-vous du micro, docteur Boukassi. La maladie Covid est une maladie hypercoagulante. Elle favorise les thromboses. Donc, intervenir dans un délai court après une maladie Covid favorise la maladie thromboembolique veineuse. Donc, plus on est à distance de la maladie, mieux c'est pour éviter cet effet procoagulant de la maladie Covid-19. Oui. C'est pour ça qu'on met les anticoagulants automatiquement. On a eu beaucoup de thromboses post-Covid. C'est pour ça qu'il y a la réunion, pardon madame, c'est pour ça que par exemple, pour les cancers, là où il y a la réunion pluridisciplinaire, il faut trouver un consensus pour que les attitudes changent. Parce que si vous faites un programme, vous partez sur une chirurgie et puis vous revenez. Là, vous devez penser autre chose pour aller faire autre chose que la chirurgie en attendant. Parce que le cancer, avant tout, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une urgence aussi. Oui. Mais c'est une il y a beaucoup de maladies qui ont été laissées pour compte, malheureusement, effectivement, professeur Issolah. On revient sur la vaccination parce qu'il nous reste 10 minutes de l'émission. Alors aujourd'hui, on parle toujours de ces fameux 13 millions de doses qui attendent preneurs. Et on a des médecins qui demandent des sérologies, j'ai envie de dire, quand les gens vont se faire vacciner. Alors, pourquoi on peine encore à convaincre, professeur Drar? Est-ce que vous pensez que, parce qu'on n'a pas aussi suffisamment parlé des effets secondaires, peut-être, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez? Oui, surtout sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement une déferlance d'informations et de fake news, comme la stérilité, par exemple, plein de choses qui sont théoriques. Il y a du vrai aussi, mais c'est un pourcentage très minime. Voilà. Sur les 8 milliards de doses qui ont été administrées dans le monde, il n'y a aucun papier scientifique, pour la première fois d'ailleurs, cela dénote de l'efficacité de Vous parlez de la stérilité. Vous parlez de la stérilité, d'accord. Il y a d'autres effets secondaires qui sont réels. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu d'effets secondaires majeurs qui n'ont pas été décrits dans les essais cliniques, qui sont apparus nouveaux et qui nécessitaient un arrêt de la vaccination. On a vu, des fois, il y a eu quelques arrêts pour essayer de voir un lien de causalité qui a été tout de suite balancé par l'effet du bénéfice. Et quand on regarde dans les pays développés, notamment en Europe, aux États-Unis, les courbes d'hospitalisation et les courbes d'admission en réanimation versus le nombre de cas, on voit clairement que la vaccination a réussi à diminuer la mortalité. Et maintenant, on voit que, par exemple, sur l'Omicron, on voit que les services de réanimation ou les hospitalisations ne sont pas mis à rude épreuve comme ça a été le cas au début de la pandémie. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ou citer les effets secondaires qu'on a constatés en Algérie? Il y a le centre de pharmacovigilance qui répertorie chaque semaine. On a eu des céphalées, on a fait des prises urticaires des fois, de l'hypertension des fois qui étaient passagères. Il y a des effets gastriques aussi, intestinaux. Mais il y a plein d'effets qu'on voit habituellement avec d'autres vaccins. Ce n'est pas nouveau. Peut-être qu'on a l'avantage aussi d'avoir des vaccins classiques. C'est ça aussi, parce que d'autres vaccins ont d'autres effets secondaires. Quand on parle de l'ARN messager, on a parlé de troubles neurologiques, on a parlé de myocardite, on a parlé de beaucoup d'effets secondaires qu'on ne voit pas dans le cas du vaccin chinois. Si on les rapporte par rapport au total de doses administrées, c'est insignifiant par rapport à ce que ça a sauvé comme vie humaine. C'est insignifiant. C'est pour ça que les vaccins restent le moyen le plus sûr actuellement pour éviter les formes graves, et ça sera le moyen le plus sûr pour sortir de cette pandémie. Absolument. On a parlé des thromboses surtout concernant l'AstraZeneca. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la vaccination? Ce qu'on peut dire sur la vaccination, c'est qu'on peine à convaincre. Avance très lentement. Nous, par exemple, à Zmélé, on a été même jusque chez les gens. On a pris donc le camion avec les gens, le médecin et tout, on a été chez eux pour les vacciner, et comme ça n'a pas suffi. Les gens n'adhèrent pas. Je suis désolée, pendant la troisième vague, les gens ont adhéré. Ils se sont précipités sur la vaccination. Oui. Mais actuellement... Ils ont été motivés par la peur. Pendant actuellement, ça fait toujours peur, mais ils ne sont pas motivés. Je suis désolée, mais je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que les autorités vont passer au pass vaccinal, peut-être dans les stades ou autres, mais je pense que c'est oublié. Moi, à mon avis, il faut quand même
Oui, en tout cas. Alors pour le pass, oui, allez-y. En tout cas, plus on aura, s'il faut comprendre, plus on aura de personnes non vaccinées, plus on mettra beaucoup de temps. La vague va s'étaler. Plus on donnera plus de chances à un variant nouveau d'apparaître, parce que c'est le mécanisme par excellence de l'émergence de variants. Absolument. D'ailleurs, l'Omicron, quand il est apparu en Afrique du Sud, voilà, on a avancé cette théorie. Parce que où les variants apparaissent, on s'aperçoit que c'est dans des régions où il y a la vaccination. Pas beaucoup de vaccination. Pour le pass vaccinal, justement, alors il est entré en vigueur en Algérie, peut-être timidement. Aujourd'hui, il progresse. On parle aussi de la vaccination des adolescents aujourd'hui, au niveau du comité scientifique, vous en faites partie. Oui, c'est toujours en discussion avec notamment avec le comité technique vaccination. Je rappelle qu'il y a eu la reprise des classes hier. Mais en attendant que les choses soient plus claires, moi je dis que la vaccination, le bénéfice, c'est 1 mois et demi. Et surtout quand on regarde chez les enfants qui sont surtout des propagateurs de virus, il faudrait faire attention aux mesures barrières aussi chez les enfants. Il faudrait que les masques soient portés par les enfants aussi, surtout en classe et dehors, parce que la dissémination, surtout par rapport au Omicron, est très très forte à partir des enfants et chez les enfants, et donc même aussi chez les adultes. Donc il faut que les mesures barrières s'appliquent aussi chez les enfants, et notamment dans les écoles, lieux de rassemblement, pour éviter qu'on ait aussi une déferlante en Omicron, comme on le voit partout dans le monde. Il y a aussi la vaccination du corps éducatif, voilà, enseignant qui a démarré cette semaine. Oui, j'espère qu'avec le pass vaccinal, en tout cas, les choses vont s'améliorer. Comment il va évoluer ce pass vaccinal? On a commencé avec les salles de sport, on a commencé avec... Moi, j'appelle à ce que ce pass vaccinal soit appliqué strictement partout. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit appliqué d'une façon stricte pour qu'on puisse voir les effets après. Comment on vérifie aujourd'hui son authenticité? Parce qu'il y a beaucoup de faux aussi pass vaccinaux, vous le savez, professeur Delahre. Partout dans le monde, il y a ces mesures-là. Mais ailleurs dans le monde, peut-être qu'on a pris les prédispositions pour vérifier. Est-ce que c'est fait chez nous? Oui, actuellement, il y a des certificats de vaccination avec un code QR. Il faut que ces vaccinations soient portées comme on porte actuellement une carte d'identité et les présenter là où il y a des lieux de rassemblement. Oui. Professeur Mounia, quel est le profil des malades que vous voyez aujourd'hui au niveau de votre service? Le profil des malades qui sont hospitalisés, bon, je vous dirais, c'est tous des malades qui désaturent, c'est-à-dire qui viennent avec une saturation inférieure à 90. Donc on pense plus au delta, parce que c'est le même profil. Parce que ça touche le poumon, et quand on fait des scanners, on trouve toujours une PID, c'est-à-dire une pneumopathie interstitielle. Mais le profil des patients, c'est des patients non vaccinés. Malheureusement, 90% ou plus de 90% personnes non vaccinées. Oui. Voilà. Et jeunes et moins jeunes. Mais beaucoup de jeunes quand même. Aussi. Voilà. Oui. Et sans comorbidité. Sans comorbidité. Oui. C'est ça qui est inquiétant. Docteur Moukassi, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans le profil des malades? Au départ, au tout début notamment de la pandémie, on disait quand même que la maladie épargnait plus ou moins les enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les enfants sont de plus en plus touchés, rien qu'à voir le dernier rapport justement de la Société de pédiatrie américaine où jamais on a enregistré autant d'infections chez les enfants. On sait que les enfants sont de super propagateurs, que ce soit pour le coronavirus ou pour d'autres virus. Je peux prendre... On parle du coronavirus parce qu'au tout début, on disait que ça ne touchait pas beaucoup les enfants. D'ailleurs, maintenant, donc, la discussion ne se fait plus, puisqu'aux États-Unis, donc, les enfants sont vaccinés. Donc, eux aussi sont vaccinés, ils ont de l'ARN messager. Je voudrais rebondir sur l'innocuité des vaccins. En parlant de l'ARN messager, moi j'ai actuellement 9 patientes enceintes qui ont eu le Pfizer au premier trimestre de la grossesse. On vaccine entre le 10e et la 20e semaine d'aménorrhée pour permettre l'organogénèse. Et donc tous les voyants sont au vert. Donc ces femmes ont accouché, il n'y a pas de malformation, il n'y a aucune problématique. Donc les vaccins, je peux prendre l'ARN messager comme je peux prendre les vaccins à vecteurs viraux. Donc ils sont tout à fait sûrs, y compris chez la femme enceinte, que ce soit la grossesse ou l'allaitement. C'est très important. C'est un point très important, la vaccination de la femme enceinte. Il n'y a aucune problématique. Et vous avez parlé tout à l'heure de la fertilité. Parce que les fake news, à un moment donné, nous avons parlé donc alors excusez-moi, je vais rentrer un petit peu dans le détail, d'une homologie de structure entre la syncytine de type 1 et donc les protéines spike. En fin de compte, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de réactivité croisée et donc il n'y a pas de problème de fertilité. Le seul effet secondaire qu'on peut constater chez les femmes, ce sont des irrégularités menstruelles où les règles peuvent un petit peu bouger, peuvent même partir. Un délai de 6-8 mois, mais tout redevient dans l'ordre. Il n'y a aucun problème de fertilité, et donc je pense qu'il faut se faire vacciner.
y compris chez des enfants, pour éviter ce qu'on appelle le Covid long. Le Covid long est une maladie qui peut éventuellement devenir chronique avec de la dysautonomie, des nausées, des vomissements, la baisse de la tension artérielle, etc. Et pour éviter cette... L'anosmie surtout, qui s'étale sur plusieurs mois. La gueusie aussi. Oui. Et donc ces enfants-là ou ces adolescents, si vous les vaccinez, vous leur évitez ce fameux Covid long qui, je le rappelle, touche actuellement entre 15 et 20% d'enfants ou d'adultes à travers la planète. Oui. Alors justement, j'allais vous poser une question, professeur Issolah. Alors on le disait tout à l'heure, on entame la 3e année de la pandémie de Covid. Alors jusqu'ici, on agissait comme si c'était une urgence, c'est-à-dire on mettait de côté un peu les autres pathologies. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de victimes collatérales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est temps de réfléchir autrement la manière de prendre en charge la Covid? Tout à fait. Moi, ce que je sais, c'est que l'urgence chirurgicale ou médicale, elle est beaucoup plus importante que de prendre en charge la Covid, une personne qui a la Covid. Parce que si vous ne prenez pas en charge une urgence chirurgicale ou médicale, 100% il décède. Dans 100% des cas, il décède. Vous ne prenez pas en charge une embolie pulmonaire, vous ne prenez pas en charge un infarctus du myocarde ou du mésentère ou une péritonite ou une occlusion, le malade, il décède. Donc 100%. C'est pas le même la même chose que dans la Covid. Dans la Covid, vous avez les formes graves qui rentrent aux soins, qui risquent de mourir. Mais dans 80% des cas, à 90% des cas, c'est une maladie tout à fait comme les autres, qui ne tue pas. Et donc ça, c'est ce que je voudrais dire, avant que j'oublie. Elle nous a donné quand même l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, cette pandémie. Et que ce soit pour les anesthésistes réanimateurs ou pour les chirurgiens. Par exemple, maintenant, les anesthésistes réanimateurs, ils savent l'intérêt des anesthésies loco-régionales. C'est-à-dire, pour ne pas avoir contact à intuber un malade au bloc, on préfère plutôt, ça a été recommandé par la SFAR et par les deux grandes sociétés savantes américaines et européennes, qui disent vaut mieux, quand vous pouvez en urgence, faire une anesthésie loco-régionale que de faire une anesthésie générale. Oui. Comme ça, le malade reste avec son masque et vous pouvez faire votre geste. Oui. On termine, professeur Drar, justement sur la même question. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'on devrait repenser la façon dont on prend aujourd'hui les malades Covid? Parce que finalement, ça s'éternise. Ce n'est plus une question d'urgence, voilà. Oui, et il y a beaucoup de personnes qui décèdent, par exemple, dans les urgences, suite à un AVC ou suite à une crise cardiaque, parce que tous les services sont dédiés à la Covid. Oui, les enseignements à tirer, on reviendra après, la pandémie, sont énormes. On savait, vous savez, toutes les capacités d'anticipation, on anticipe ailleurs sur quelque chose qu'on connaît. Mais là, il a fallu anticiper sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça a été très complexe. Mais je pense qu'il faudra repenser la manière de traiter dans les situations d'urgence. Et aussi, le terme d'urgence doit être pris dans toute sa dimension dans la prise en charge médicale. Parce que quand même, ça nécessite beaucoup de choses en amont. Et une petite réorganisation dans notre système de santé pour essayer on l'a vu par exemple dans le laboratoire, et on a vu par exemple qu'il y avait une courroie de transmission qui manquait, qui était la direction centrale, parce qu'on a plusieurs laboratoires, vous avez des laboratoires périphériques, des laboratoires privés. À un certain moment, il fallait créer une synergie entre tous ces laboratoires. À ce moment-là, pour plus tard, il faudra réfléchir à une structure qui puisse coordonner tout ça et puis mettre en branle le système des laboratoires. Oui. Professeur Mnia, alors rappelez peut-être l'importance de la vaccination et du retour aux mesures barrières, puisque vous avez eu des décès de personnes très jeunes, vous disiez tout à l'heure, une personne qui avait 26 ans. 26 ans, avant-hier, oui. On a eu des décès aussi enfin, on a une personne de 36 ans qui est partie en réanimation, enfin, aux soins intensifs, parce qu'on fait de la réanimation, en fait. Donc, elle est aux soins intensifs intubée, donc c'est pas marrant. Et puis, on a des jeunes qui sont dans le service, qui désaturent. Parfois, on est obligé de mettre 2 sources d'oxygène, 3 sources d'oxygène, parce que la désaturation est trop importante. Il y a l'orage cytokinique, il y a l'inflammation, la fièvre. C'est très difficile. Donc, ce que je dis, c'est que les gens, premièrement, doivent se faire vacciner. Deuxièmement, continuer à respecter les gestes barrières. Oui. Et peut-être
Monsieur Derer a raison, moi je pense qu'il faut peut-être avoir un organisme de régulation qui peut, c'est-à-dire quand on n'a pas de place dans un service, organisme de régulation qui permet de dispatcher, parce que nous, quand il n'y a pas de place, on est obligé de renvoyer les malades. Et je ne peux pas renvoyer un malade qui désature. Coordination, elle existe, mais je veux qu'elle soit à l'échelle un peu plus étendue, une régulation, voilà. Oui. Merci beaucoup, docteur Oumnier. Le mot de fin est à vous très brièvement, docteur Mokassi. Le mot de la fin, il faut se faire vacciner. Donc les vaccins sont sûrs, que ce soit les vaccins ARN messagers, les vaccins à vecteurs viraux, les vaccins inactivés ou prochainement les vaccins à protéines recombinantes. Je pense qu'il faut vacciner. Avec une vaccination, nous allons acquérir donc une immunité qui sera probablement donc majeure et qui nous permettra de nous débarrasser de ce coronavirus avec ses mutants et ses variants. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous prêter attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À très bientôt. Au revoir. Merci.